première est toujours la plus difficile à poser, hein. Même si elle me semble un petit peu... voilà, n'hésitez pas. Oui. C'est indiqué inspiré d'une fée réelle, vous pouvez en dire plus? Ouais. Deux choses. Un, c'est vrai que je suis un petit peu fatigué par tous les films où il y a écrit inspiré par des faits réels. Je trouve que on fait de la fiction et que c'était pas un argument de vente. Mais voilà. Donc c'était un clin d'œil. Et puis accessoirement, la fée réelle, je vis avec. D'accord. Ça devait être là. Oui, bonjour, Alex Poirier. Dans quelle mesure pensez-vous que l'handicap est bénéfique pour autrui? Que le handicap est bénéfique pour autrui. Alors moi, je ne pense pas que ce soit un film sur le handicap. Mais on peut avoir cette conversation-là, mais comme on est dans le cadre du film, pour moi c'est un film sur la différence, si vous voulez, et surtout sur l'hypersensibilité, sur la sensibilité. Moi je suis parti de la sensibilité. Je ne suis pas parti du syndrome d'Asperger. Je voulais un film sensoriel où on parle de la sensibilité et du droit à la sensibilité et comment on étouffe tous notre sensibilité. Et en travaillant sur ce thème-là, je suis arrivé à l'Asperger, qui m'a semblé être une icône, une espèce de paradigme sur lequel je puisse travailler. Un personnage quasi burlesque, si vous voulez, pour travailler. Votre question était sur le handicap, je peux vous dire sur la différence en tout cas, ou sur l'altérité. En vous disant ça, j'ai commencé à vous répondre. Il est bien évident que c'est le thème du film, à partir du moment où vous laissez entrer l'autre, il y a beaucoup plus de chances qu'il vous aide à trouver des solutions dans vos problèmes à vous. Si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Je ne vous dis pas qu'il va vous aider, mais il y a plus de chances dans ce cas-là que dans l'autre. Voilà. Mais c'est plus là que je me suis positionné que sur une réflexion sur le handicap. Au niveau du travail d'acteur, est-ce que vous êtes rapproché de personnes qui sont atteintes du syndrome d'Asperger? Bah, j'y ai pensé, évidemment. Après, ça ne s'est pas présenté. Et ça ne m'a pas manqué, parce que au final, c'est quand même des gens voilà, qui sont pas... qui peuvent être quand même comme vous et moi, et du coup je ne me voyais pas arriver, bonjour, je viens vous observer, et du coup j'étais pas très à l'aise avec ça, mais en même temps, voilà, ça s'est pas présenté. J'ai rencontré une psychologue, psychanalyste qui travaille beaucoup avec des autistes, notamment des Asperger, et qui m'a parlé de plein de choses, de leur manière d'attitude qu'ils ont en commun, de choses physiques aussi qu'ils peuvent avoir en commun, la manière de se tenir souvent très droit, le rapport n'importe quoi, aux vêtements, à la parallélisme des membres parfois, à la question de l'ordre, des repères, de tous ces gestes-là qui sont en fait des repères pour se réassurer, le rapport au toucher, de plein de choses comme ça. Elle m'a dit en vrac, et puis elle m'a aussi parlé du syndrome un peu plus précisément, ce que ça racontait, d'où ça venait, l'enfermement qui en fait n'est pas une insensibilité, mais plutôt une sursensibilité qui fait qu'on se protège de tout ça. Et puis après, moi j'ai regardé des documentaires et lu des choses. Des films? Des films un petit peu, ouais. Lesquels? Les films comme mon metteur en scène m'a dit de regarder, j'étais bon élève. Bienvenue Mr. Chance de Al Ashby avec Peter Sellers. Comme ça, paraissait pas Asperger, mais on ne sait pas, cette espèce d'étrange homme comme ça qui est un peu décalé et qui a cette silhouette avec son chapeau, avec sa canne. Et puis pareil, qui est très poétique et très dans son monde. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Pareil, Eric me dit qu'il est à peu près sûr que c'est un Asperger dont il s'agit. Le rapport au détail dans la vue, à la diffraction au son, tout ça. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant à regarder. J'ai revu Redman après, mais je ne l'avais jamais vu d'ailleurs. Mais très vite il m'a dit qu'il fallait s'en détacher, c'est des influences, c'est aussi ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il s'agit aussi d'inventer une figure, un personnage, et de faire avec moi ce que je suis, de toute façon. Donc on avait cette licence poétique de toute façon s'éloigner aussi, de ne pas tout faire un documentaire sur le syndrome d'Asperger.
et plutôt raconter l'histoire de quelqu'un qui pourrait exister. Pour répondre à votre question aussi autrement, le travail de documentation, c'est mon boulot à moi. Et il est important de l'en protéger pour qu'on ait un territoire vierge. Donc c'est mon boulot au départ de rencontrer des gens, de rencontrer des Asperger, de travailler là-dessus et de faire analyser le scénario par ces gens-là. Ça a été dans ma démarche un moment très important. Et puis après, on travaille ensemble, c'est le territoire de la fiction. C'est le territoire où justement, en général, la fiction, si on travaille à peu près bien, on rejoint toujours le réel. Mais en ayant justement, si vous voyez Peter Sellers et Dustin Hoffman, ils vont dans une direction complètement opposée. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver son chemin à soi. Justement, de ne pas... Donc c'était intéressant d'avoir un ou deux exemples, justement pour montrer que la gamme des couleurs, et qu'on trouve la nôtre. Et puis après, une fois qu'on a fait le film, et que l'on l'a terminé, alors on l'a remontré aux personnes à qui je les avais montrés en amont. Y compris à des Asperger. On a eu des longues conversations avec Joseph Chofanek récemment. C'était merveilleux, quoi. Merveilleux, y compris sur des choses, et là je fais un pont avec Redman, y compris sur une chose que je n'avais pas anticipée, c'était le plaisir de ces gens-là à ce qu'il y ait une vision comme celle-là, alors qu'ils estiment que Redman, c'est le Moyen-Âge. C'est une vision il y a 30 ans, dans un état de la science, d'ailleurs qui est plus un idiot savant dans Redman, si on regarde un petit peu. Mais voilà, le regard qu'il y a sur Redman reste un regard d'une pathologie forte, et pas d'une différence, et pas d'un enseignement dans ce sens-là. Donc c'était intéressant aussi de voir leur regard là-dessus, dire oui, bah oui, pour nous c'est beaucoup plus intéressant. Il ne s'agit pas de dire qu'un film, que Redman n'est pas un joli film, c'est un film merveilleux, mais c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, ça, si vous voulez, à ce point-là, ce retour-là, si vous voulez, qui est très agréable. Mais du coup, au niveau du travail de l'acteur, est-ce que c'était que de l'interprétation ou vous, quand même, ça vous a apporté quelque chose d'intégrer justement ce genre de personnage dans votre vision des choses? J'ai beaucoup mieux. Ouais, évidemment que ça, évidemment que ça change certainement des choses. Et puis à la fois, moi en lisant, il y a plein de choses qui résonnaient déjà, où je me retrouvais, où ça me touchait. Donc c'est plus que j'avais à me rendre disponible à ce travail-là et au présent beaucoup, quoi, à me rendre, voilà, à m'ouvrir les yeux, les sens un peu, et puis on a eu la chance d'être dans une région assez belle quand même, comme vous avez pu le voir. Et donc ça, c'est très concret, quoi. On n'a pas à inventer, on n'est pas sur fond vert dans un studio. Et du coup, c'est cette semaine dans cette ambiance-là, c'est des souvenirs super, c'est des souvenirs assez merveilleux. Donc c'est plus, voilà, l'expérience de tout ça. Et puis j'apprends des choses. Après, ça m'a pas, j'ai pas changé fondamentalement. C'est dur de quantifier ça, quoi. Et puis ça reste aussi du boulot. On n'est pas en vacances, hein, donc oui. Et puis je suis pas vraiment le personnage non plus. Donc et puis surtout, il faut obéir à des règles qu'on s'est fixées, une manière de se tenir, des petits tics, une manière de parler aussi, qui est un peu la musique, la musique de ce texte-là, et puis moi je propose des manières de parler, et puis il faut s'y tenir après, pour que ça soit cohérent. Donc évidemment, il y a tout un travail d'interprétation qu'il faut intégrer suffisamment pour que quand on commence à tourner, je puisse jouer avec ma partenaire et garder, voilà, une cohérence, et alors que je ne la regarde pas dans les yeux. Donc c'est nouveau aussi, c'est aussi nouveau pour moi ce type de rôle, enfin, parce que c'est déstabilisant, et parce qu'on peut être assez vite perdu aussi, et de savoir comment jouer ce type de sentiment sans toucher l'autre, une histoire d'amour sans qu'il s'agisse du tout de drague, tous les codes sont modifiés. Donc voilà, en gros, ce qui est vrai pour lui était vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, j'ai essayé de faire un film sur ce que j'appelle la réconciliation avec le réel, la dilatation du temps, ce genre de choses. Or, quand vous tournez un acteur, quand vous êtes 30 techniciens autour d'un acteur assis dans l'herbe, qui touche l'herbe,
et que vous tournez pendant 3 heures, parce que le cinéma, il faut la bonne lumière, etc., pendant 3 heures, vous avez un acteur qui touche de l'herbe. Donc au niveau de la dilatation du temps pour lui, parce qu'il n'a rien d'autre à faire que toucher de l'herbe, et donc à vivre ce moment-là. Et vous avez 30 kikis autour qui regardent un mec qui touche de l'herbe. Donc il y a vraiment ce rapport à la dilatation de l'instant, vous le sentez tous. Et c'est vrai que les techniciens qui ont fait ce film, bah, aujourd'hui encore, 1 an après, quand on en parle, il y a une bulle très jolie, parce qu'il y a un tempo qui se crée avec le personnage. Ce fameux tempo de prendre le temps de regarder les choses, quoi. Donc voilà, il y a... Alors malheureusement, la vie moderne fait que, voilà, quand on part en vacances, on revient plein d'énergie, 1 semaine après, c'est reparti. Donc ça ne fait pas exception. Mais ça, cette bulle-là, je pense qu'on l'a tous ressenti. On l'a ressenti aussi, nous. Enfin, on ne vous l'a pas dit quand vous êtes arrivé, mais vraiment, Merci. c'est une belle bulle aussi. Je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. Allez. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes renseigné sur la façon dont les personnes qui sont atteintes de ce syndrome-là voient le monde? Parce que dans votre mise en scène, on sent que votre personnage ne voit pas les choses de la même... Enfin, les choses simples, les feuilles, les arbres, l'eau, on voit bien qu'ils ne voient pas les choses de la même manière que les autres gens. On voit... Enfin, vous avez bien retranscrit ça. Alors, d'abord, on est d'accord que dans le spectre autistique, il y a de tout. D'abord, il y a 90% de souffrance. L'autisme, c'est ce qu'on appelle sévère. Et puis après, il y a un certain nombre de cas comme celui-là qui existent. Voilà. À l'intérieur de cela, là aussi, le spectre est très large. Il y a des gens, par exemple, ils font beaucoup de démembrements sensoriels. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a une fille, c'est celle qui me vient, au Canada, qui porte toujours des lunettes de bleu. Et parce que elle, tout ce qui est pointu lui pique l'intérieur des yeux. Vous voyez, c'est-à-dire que 2 sens se touchent. 2 sens se touchent. La forme pointue lui pique l'intérieur des yeux. Tout comme il y a qui ne supporte pas une couleur, etc. Donc il y a une hypersensorialité et des démembrements sensoriels. Ça, voilà. Moi, c'est ça qui m'intéressait, travailler sur l'hypersensorialité. Alors ça, c'est très fréquent. Beaucoup chez les Asperger. Quel que soit le niveau de rationalité, d'intelligence par ailleurs, il y a beaucoup de hackers, par exemple, pour une raison évidente, c'est que c'est des gens qui ont peur du contact, du lien sociétal, donc qui ne peuvent pas regarder les gens dans les yeux, qui ont plein de réassurance comme ça, et du coup, quand il y a un écran d'ordinateur, bah, c'est plus facile. Et comme ils ont une puissance de travail hors norme, puisque tant qu'ils sont binaires, vous savez, il n'y a pas de mensonge, par exemple. Ça, c'est quasiment systématique. C'est ce que j'ai mis dans le film. Ça, c'est vraiment, c'est véritable. C'est-à-dire que le mensonge ou la conversation de bistrot, qu'est-ce qu'a fait le PSG hier, ils s'en foutent complètement. Tout ce qui les intéresse, c'est les réponses claires. Et voilà, bonjour madame, pourquoi vous avez des grandes oreilles? Tu vois, il n'y a pas d'enrobage de masque social. Ça, c'était une dimension qui m'intéressait, et je savais qu'il y allait avoir de la comédie qui allait en générer, tu vois, de fait. Et de l'autre côté, cette hypersensorialité qui était comme metteur en scène ce qui m'intéressait. Et puis, vous aurez peut-être remarqué je le vis un peu comme une métaphore de la mise en scène. Il y a 2 clins d'œil dans le film qui essayent de dire ça. Voilà, donc il y a ça systématiquement à des degrés différents, qui est quelle que soit la complexité, l'intelligence qu'ils peuvent avoir, il y a la capacité à s'émerveiller, à s'arrêter devant un rayon de soleil et de dire, je vais le regarder 3 heures parce que qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais vous avez une question, monsieur. Je voulais savoir, après avoir fait toutes ces recherches sur cette pathologie, ne trouvez-vous pas que dans le milieu du cinéma, beaucoup de personnes pourraient être diagnostiquées Asperger à des niveaux relatifs, hein, bien entendu, mais justement, il y a Comme vous le savez sûrement, c'est quelque chose qui est apparu assez tard, le syndrome d'Asperger, reconnu assez tard, dans les années 50 et puis dans les années 80 par ici. Et on dit que Kandinsky, Satie, il y a plein de gens qui seraient Asperger, Bill Gates, Elliot Gould, voilà, il y en a des bruités. C'est devenu une mode un peu. Oui, c'est le nombre de personnes en société à Paris qui vous disent moi j'ai un enfant Asperger.
Et après, il y en a beaucoup qui ne sont pas diagnostiqués, Oui. énormément. Mais... Oui, c'est des diagnostics nouveaux. Ils étaient psychotiques il y a 20 ans. Donc c'est bien, c'est magnifique parce que soyons bien d'accord, c'est des connexions synaptiques différentes. Hein. C'est pas une pathologie, c'est une connexion synaptique différente. Ils pensent différemment. Voilà. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Mais pour répondre à votre question, moi ce qui m'intéressait, c'est la sensibilité. Et la sensibilité, je crois qu'on l'a tous, même Himmler pensait qu'il était sensible. Donc c'est ça qui m'intéressait. C'était de parler de cette sensibilité que nous sommes obligés d'oublier dans le monde moderne. De par, la réponse à monsieur, tout va de plus en plus vite, donc on n'a plus le temps de s'arrêter et de dilater l'instant. Et deux, de se protéger. De se protéger parce que la société est dure, on prend des coups et donc on ferme la fenêtre, on ferme les rideaux, on ferme les doubles rideaux, on ferme les volets et on est protégé. Le problème c'est qu'on ne sent plus le vent, quoi, par définition. Donc voilà, et c'est ça qui m'intéresse dans le film. Donc à partir de cet axiome-là, je crois que c'est censé intéresser tout le monde parce qu'enfant on l'avait tous, la capacité d'émerveillement et ça. Et après on crée des armures plus ou moins efficaces et des masques sociaux, voilà, avec lesquels on joue. Mais voilà, moi j'ai essayé de m'engager actuellement, le film d'avant, peut-être le film d'après, là-dessus, sur le rapport à l'enfance. L'enfant dans l'adulte. Vous voyez, voilà, comment est-ce qu'on va le chercher? D'autres questions? Alors, je suis désolée de poser cette question, mais ça fait quoi de montrer ses fesses à la France entière? J'adore. J'ai fait le film pour ça, c'est la scène qui m'a... Qui vous a convaincu? Ouais. Non, bah... C'est une doublure, c'est Pierre Ninet qui faisait. C'est Pierre Ninet, je demandais à Pierre de faire mes... Oui, on l'avait reconnu d'ailleurs. Non, c'est passé vite. C'est pas un souvenir impérissable. Non, mais tout va bien. Je m'en suis remis. J'ai des rushs que je mettrai sur le net. Voilà. Dans les bonus, hein. Dans la bande-son, il y a beaucoup de piano. Oui. Est-ce que c'est des compositions originales? Tout est des compositions originales. Alors ça, c'est toujours très rigolo, la musique, parce que vous arrivez avec des certitudes. On va faire ça ce coup-ci. Moi, j'étais très Philip Glass dans ma tête. Au départ, je voulais être très Philip Glass, Thomas Newman un petit peu. Voilà, je suis arrivé voir le musicien avec qui j'ai fait plusieurs films en disant voilà où je vais. Et alors il reste du Philip Glass, en gros pas du Philip Glass, mais ce côté, l'énergie, ou Jean-Sébastien Bach, si vous voulez, c'est-à-dire la musique mathématique. La musique mathématique avec une énergie interne, avec une dynamique, quand il marche, etc., il y a un petit côté Philip Glass, l'énergie du monde, on va dire. Par contre, j'avais plus prévu le reste avec des marimbas un petit peu, et des marimbas en suspension et tout, et les échos, les délais qu'il y a, que je voulais mettre, doublaient avec l'instrument. Ouais, ça marchait pas, quoi. Thomas Newman, il y arrive, mais moi, j'y arrivais pas. et donc, on est revenu à l'idée d'un concertiste avec des notes comme ça, suspendues. Pour revenir à ce que j'essayais, c'était la fragilité, si vous voulez. Il y avait l'énergie du monde d'un côté et la fragilité de l'autre. Et on a épuré pour aller vers ce piano. Est-ce que c'est aussi pour amplifier la dilatation du temps? Oui, oui, parce que c'est pour ça qu'il y a des délais sur les notes. Vous voyez, chaque note est longue. Voilà, c'était cette idée-là, en effet. Et qu'elle soit fragile et c'est la force de la fragilité, quoi, la plus belle possible. Pas polluée par d'autres choses, quoi. Je reviens encore sur les images de la nature, parce que vous avez une mise en scène naturaliste qui est magnifique. Vous nous avez dit que vous avez tourné dans une très belle région, mais finalement vous n'avez pas dit où. Vous avez tourné, on dirait, l'arrière-Provence. Ouais, vous n'êtes pas loin, c'est la Drôme provençale. Donc c'est le sud de la Drôme, juste au-dessus de Fontaine de Vaucluse, c'est à Nyons. La ville centrale, c'est Nyons. Voilà, on est là, et je suis arrivé là, pas parce que j'ai une maison de campagne là-bas, mais parce que je n'en ai pas, mais parce que je cherchais une zone d'arboriculture en France, et comme dans mon métier, notre pire ennemi, surtout quand vous avez écrit ça, c'est la pluie, j'ai cherché au sud de la Loire assez rapidement pour essayer d'avoir le moins de jours de pluie possible, et donc avec ma voiture et
un camarade, on a tourné jusqu'à tomber sur la librairie à Nyons. Et à partir de là, ça a été mon kilomètre zéro. J'ai appelé des repéreurs en disant vous venez et puis vous cherchez autour. Voilà. Et si on ne trouve pas, on s'en va. Si on trouve, on part de là. Mais je vous dirai autre chose après sur la nature. Allez-y. Toujours sur... pardon. Non, c'est parce que monsieur a commencé une question, c'est pour ça. Toujours sur l'évocation de la nature, est-ce que vous trouvez que les nouvelles technologies sont justement une seconde nature? Je pense par exemple au moment où l'enfant ouvre son ordinateur et on est aspiré en fait par l'écran et juste après ça switch sur un plan où on voit la terre, les fourmis. Oui, Donc, oui moi je crois, j'ai commencé il y a très très longtemps dans le rapport éducation-télévision. Je travaillais sur un livre blanc pour le ministre de l'Éducation là-dessus, sur l'atome insécable, ce genre de choses. Mais l'atome il est sécable, de quoi on parle, vous voyez, les choses qu'on apprenait et qui n'étaient plus valables, on va dire comme ça. Il me semblait qu'on avait une technologie aujourd'hui qui pouvait le montrer, qu'on pouvait montrer en termes d'éducation qu'on avançait. Là, c'est le cas. C'est pour ça que j'ai fait ce début du film comme ça, c'est-à-dire tout ce qui est moléculaire. Il y a derrière ça, bon, je vais essayer de répondre à votre question, l'idée quand même, alors bon, là c'est un COP21, donc j'ai des gros sabots quand j'arrive, mais il y a deux rapports à la nature possibles, prétendre la maîtriser ou vivre dedans, vivre avec, quoi. Je suis clairement du deuxième côté, et ce personnage-là aussi. Et c'est ce que dit ce film. Il y a un personnage qui est enfermé dans le veuvage, qui est dans la réalité, avec des deuils, avec des problèmes avec ses enfants, avec des problèmes avec la banque, avec des problèmes de boulot, et la nature, elle en a ras la casquette, parce que c'est juste aller mettre du spray sur des trucs contre les parasites, et puis arrive un mec qui la réconcilie avec cette nature et qui lui rappelle qu'elle en fait partie. Donc ce côté atomique, si vous voulez, que j'ai essayé de mettre dans les particules d'eau, dans le pollen, dans le générique du début et à la fin, le pollen, c'est pas des nouvelles technologies, c'est du cinéma à l'ancienne, c'est Méliès. Hein, c'est des petits bouts de papier qu'on brûle et qu'on jette en l'air pour faire du pollen. Donc, mais ça revient à la même chose, c'est parler de ça, parler de du fait qu'on fait partie du tout. Voilà. Et en effet, les nouvelles technologies le permettent beaucoup. Et voilà. Donc, j'ai essayé de l'utiliser un petit peu, mais en même temps en restant, vous voyez, du côté d'un réel. Quoi. Peut-être une dernière question. Vous deviez dire quelque chose. Non, je disais juste que sur la nature, on a travaillé d'une façon particulière, c'est que en plus de l'équipe que j'avais, j'ai fait deux choses, c'est qu'avant on est partis tous les deux avec 3 techniciens faire tous les plans où il marche avant de tourner. C'était aussi pour qu'on apprenne à se connaître et qu'on trouve le personnage. Bon, on avait beaucoup travaillé avant, on avait fait beaucoup d'essais pour travailler avec Benjamin, choisir l'acteur qu'elle allait faire, mais avoir ce rapport de mouvement dans la nature, donc on a fait plein d'impro là-dedans. Et après, pendant le tournage, moi j'avais une équipe, j'avais pas une équipe, j'avais un technicien avec une caméra qui était en stand-by et qui travaillait avec moi avant et après les journées, c'est-à-dire les levées de soleil et les couchers de soleil. Et on allait faire du documentalisme, entre guillemets. Et le fait d'avoir le temps de ça, d'être à 6 h du matin dans l'eau, il se passe un truc magique, quoi. Oui, ça fait du bien. Et sur Virginie Efira, vous avez... On en parle un peu? La jolie blonde. Virginie, quoi vous dire? Virginie, je ne la connaissais pas, je lui ai envoyé le scénario parce que j'avais fait le constat suivant, à savoir que trouver une actrice de cinéma, c'est-à-dire jolie, l'équivalent pour moi je vais employer des gros mots, de Michelle Pfeiffer aux États-Unis, c'est-à-dire de gens qui sont à la fois très belles et qui sont crédibles dans le réel, c'est-à-dire qu'ils puissent conduire un tracteur sans qu'on se marre, quoi. C'était ça que je cherchais. Et donc c'est pour ça que je lui ai envoyé le scénar, on s'est rencontrés, et puis elle est belge. Donc elle est incroyablement concrète. Elle n'est pas sineuse du tout, vous voyez, elle vous dit je suis pas d'accord, je suis d'accord, voilà. Et donc ça me semblait, je me suis dit waouh, c'est impressionnant ce qu'elle est, ce que je voudrais qu'elle soit. Et comme le film est un peu construit sur un yin-yang inversé, vous voyez, elle est la solidité, le concret, et il est la fragilité, au départ, je me suis dit tiens,
Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'essais après, et les derniers avec Benjamin et Virginie, et que c'est pas tout d'avoir de bons acteurs, il s'agit d'avoir une alchimie de couple aussi. Et là, c'était particulièrement fragile. Donc le fait que ça fonctionne, c'était la fête. Vous aviez justement à cœur de... Vous filmez vraiment très très bien la fin en fait, dans le cadre. C'est un métier. C'était vraiment une intention d'essayer de... Bah oui. Ben, ça devient compliqué, surtout qu'il y a un espion dans la salle, mais si vous voulez, je dédicace le film à ma compagne, qui est psy, et l'autre personnage est un transfert de metteur en scène. J'ai intérêt à bien la filmer, quoi, la femme. Ouais. Donc voilà, je cherche ce qui m'intéresse chez une femme, quoi, à la fois la force et la fragilité, quoi, plutôt la puissance, le rapport au sol, même s'il est baroque, vous voyez, le côté ancré, les racines. Je n'ai pas besoin on va pas expliquer pourquoi, mais vous voyez, on voit pourquoi. Et puis après, la fragilité de la rencontre du deux, quoi. Oui, ça me semblait important, quoi. Puis ça fait partie du tout. Vous aviez anticipé la COP justement 21 Non. Dans le message écologique du film? Oh non, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait longtemps que je travaille sur le concept de l'arbre. C'est quelque chose qui m'obsède. Donc j'ai écrit plusieurs films là-dessus. Je trouve que c'est une métaphore. Je viens pas mal de la mythologie comparée, etc. Donc ça m'a... Voilà, dans toutes les grandes religions, il y a des histoires d'arbres, avec ou sans pommes. Et donc, oui, ça m'intéresse beaucoup. Et j'étais content de pouvoir faire ça, là. Mais j'avais pas anticipé la COP21. En plus, vous savez, le cinéma, ça se fait jamais quand vous avez prévu que ça se fasse. Et là, les films, là, je suis en train de retoucher un film qui doit se faire l'année prochaine, je l'ai écrit il y a 20 ans. Donc, je peux pas vous dire que j'avais prévu quoi que ce soit, quoi. Donc, non, je ne peux pas vous dire ça. Après, qu'est-ce qui fait que ce qui est dans la société rhizomique rentre en vous et que vous sortez au bon moment, quand vous sortez, ça sort de vous à un moment où c'est plus poreux ou pas, ça, c'est plus inconscient ou conscient. Une question cruciale, très importante pour ne pas dormir. Quelle est l'idée des gommettes? Ouais, aussi, ouais. Les gommettes, ça vient de plusieurs choses. Ça vient. D'abord, c'est quelque chose que vous retrouvez souvent dans l'autisme. Vous savez, quand vous allez dans des centres spécialisés, il y a des activités. Et dans les activités, il y a quasiment toujours les gommettes. Comme il y a la cuisine, comme il y a plein de choses, la luminothérapie, etc. Les gommettes, moi, ce qui m'intéressait, c'était plusieurs choses. D'abord, le rond, c'est parfait. C'est la perfection, donc c'est la figure de la perfection. Donc, c'est une recherche autistique importante. Enfermer la bulle, etc. C'est l'enfance, les couleurs, etc. Et puis, j'avais, comme quoi tout est lié, la nature, etc. J'avais les représentations aborigènes, vous savez, l'art aborigène, qui est très pointilliste comme ça, en dehors des cavernes, devant les entrées de cavernes, etc. Et donc ça j'aimais beaucoup cette idée-là. J'aimais beaucoup cette idée-là, et après, pour ce qui est de la chambre, il fallait trouver un motif. Donc, parce que pour faire ça, il y a 3 mecs qui bossent pendant 4 jours. Mais c'est pas tout de leur dire vous êtes gentil, vous m'arrosez toute la pièce, de toutes les couleurs, etc. Et oui, mais je fais comment? Je fais quoi? Je fais des fleurs, des bananes. Et donc, j'ai fini par leur proposer, avec le chef décorateur, car c'est le plan d'une éclipse de 2008 qu'ils ont dû reproduire sur les murs. Comme ça faisait un thème de travail. Mais en tout cas, c'est lié, c'est cosmogonique. Vous voyez, c'est les nouvelles technologies, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Bon, tout le monde s'en fout, mais moi ça me fait plaisir. Je voulais savoir, est-ce que vous vous êtes inspiré, vous qui êtes obsédé par les arbres, par l'arbre de Séphiro pour faire ce film? Non, pas du tout. D'accord, ok. Moi, je sais pas, on aurait dit... oui, peut-être, mais non. J'aimerais, oui. Mais vous me direz, on dirait plus. Parce que... D'accord. C'est un arbre mythologique, voilà. Okay. Mais dans quel...
C'est dans la Bible hébraïque, je crois, mais je suis pas sûr. Je suis pas un expert non plus, mais bon, j'y ai pensé en regardant le film. Allez-y. Toi qui sors par les bazookas, on y va. Je veux savoir, est-ce que vous êtes à un moment de votre carrière, vous avez envie d'un cinéma de, je dirais un peu de douceur, parce que finalement, il n'y a pas de méchant dans le film. Bingo. Dans le cinéma, il faut toujours qu'il y ait un méchant, quelque chose. Là, il n'y a pas de méchant, il y a juste une belle histoire. Moi, je sais pas ce que vous savez, mais moi je suis scénariste de formation, donc j'écris beaucoup pour les autres. Donc j'ai écrit des choses très différentes, des polars purs, des films, des grosses machines, des tout petits films, des films pour les Américains, pour les machins. Donc la boîte à outils du scénariste, si vous voulez, est quelque chose avec lequel je travaille et qui me plaît beaucoup, c'est un artisanat. Après, comme metteur en scène, les 3 premiers films que j'ai faits étaient vraiment des films de genre. Et puis les 2 derniers, j'ai pris un virage volontaire vers des choses un peu plus personnelles. Et en effet, entre autres, il y a cette réflexion-là. Et si je faisais des films sans méchants, avec des points de vue, où chacun a un point de vue différent, alors ça génère... on peut ne pas être d'accord avec ces points de vue, que ce soit celui du voisin ou celui de la psy, etc. Mais ils n'ont pas foncièrement tort. Chacun, à l'aune de sa position, on peut les comprendre. Et ça, c'était la première axiome de travail, tout moi dans mon coin. Et l'autre, c'était ranger la boîte à outils du scénariste. C'est-à-dire un homme, une femme, et puis rien d'autre. Pas de meurtre à la 12e page. L'avantage d'un meurtre, c'est qu'après, il y a une enquête. Donc vous en prenez pour 20 pages, c'est tranquille. Vous voyez, et puis si vous êtes battu, vous refaites un meurtre, et puis vous y retournez, et puis voilà. Donc il y a des trucs, quoi. Vous voyez. C'était essayer de travailler sans les trucs. Si on fait un film sur la sensibilité et la fragilité, jamais l'idée que dans la structure, il n'y ait pas trop de béquilles. Voilà. Donc c'est clairement une volonté. C'est très clairement une volonté. Et c'est parce qu'il y a cet espace que je peux faire les plans de nature, etc. et aller ailleurs. Travailler un peu sur le sensoriel, quoi. Parce que sinon, c'est mécanique, quoi. Et c'est pas que c'est pas bien, hein. Moi j'en écris et je suis très content. J'adore, je ne vais pas rentrer dans la cinéphilie, mais j'adore ça. Mais c'est pas là que je voulais aller, c'est pas là, comme metteur en scène, que je suis en ce moment, en tout cas. Merci. Pour vous. Excusez-moi. La nature est concrètement, dans votre film, un personnage. Vous avez dit que vous étiez très attaché aux arbres, d'où, je pense que ça a inspiré pas mal votre histoire. La scène de l'arrachage, justement, des abricotiers, que j'ai trouvé très puissante pour le personnage de Virginie Efira. Concrètement, comment vous avez réussi à le faire, en fait? J'ai arraché 500 arbres. C'est des faux, je suis sûre que c'est des faux. Non, comment j'ai fait? J'ai cherché des abricotiers qui avaient plus de 20 ans et pour qu'on me dise, pour qu'on m'assure qu'ils allaient être arrachés. Puisque au bout d'un moment, le cycle d'abricotier fait qu'ils ne donnent plus assez, donc on l'arrache pour un. Donc j'ai choisi ça et j'en ai arraché 4. Plusieurs fois, mais je les ai arrachés 4. Voilà, je les ai arrachés. Pour la petite histoire, j'avais écrit des oliviers. Voilà, parce que je trouve ça beaucoup plus beau, encore que je trouve ces abricotiers très jolis, mais je trouvais ça beaucoup plus joli, et puis alors là, pour le coup, en termes de mythologie, voilà. Et puis quand comme un crétin de parisien, quand je suis arrivé là-bas et que je me suis renseigné, j'ai découvert que l'olivier ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'il peut prendre un coup de gel et disparaître 20 ans, sembler mort, mais il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il va toujours renaître. Donc arracher un olivier, c'est juste une insanité complète. D'où le... C'est drôle, on était à Marseille il y a 2 jours, et quand Eric a dit « J'ai pensé à les oliviers », tout le monde a fait « Ah !» Allez, Marseillais. J'ai fait recevoir des cailloux. Non, mais j'ai juste pensé, c'est tout. C'était déjà trop. Et, voilà. Et puis après, c'est fait dans plusieurs champs différents, etc. C'est difficilement après, mais c'est de prendre des précautions, justement, pour pas tout massacrer. Quelle a été la scène la plus difficile à tourner ou à jouer? À jouer, alors attendez. Ouais. Pendant qu'il réfléchit, parce que je sais qu'il va prendre un petit moment. Ah ouais. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque film, c'est la même chose. Vous avez des rendez-vous sur les scènes compliquées que vous avez écrites, et c'est jamais là que ça se passe.
Parce que, pour une raison déjà très simple, c'est que vous les avez fantasmés. Et que, alors il y a la magie de l'incarnation par l'acteur, mais vous l'avez, faut pas qu'il écoute, mais quand vous l'écrivez, c'est toujours Marlon Brando et Elizabeth Taylor, quoi, vous voyez, ou Catherine Hepburn et Cary Grant. Je veux dire, vous êtes dans un absolu. Donc déjà, après il y a la magie de l'interprétation, de l'incarnation qui existe. Mais les scènes très lourdes de sens sont rarement celles qui... par contre, il y a dans les silences, vraiment dans du rien, un graphisme qui se met en place, un moment d'émotion, qui est parfois pas dans le film, parce que les grandes théories, la grande théorie Kill Your Darlings, c'est les plans que vous préférez, pour les tuer parce qu'ils décalent votre film. Mais vous avez des moments juste de peinture, quoi, des moments graphiques exceptionnels qui sont une essence de cinéma, quoi. Voilà, que vous attrapez vous, ou vous n'avez même pas vu arriver, qui vous arrive dans la gueule et vous faites hop, 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 c'est magique. Voilà, et ça c'est systématique, vraiment. Donc ça va plus être un gros plan, par exemple, un acteur qui se retourne, qui regarde la caméra et c'est plus ce genre de choses, plus que la grosse scène. En sachant que la grosse scène, c'est celle où ils sont assis tous les deux sur la fontaine, qui est celle sur laquelle on avait fait des essais ensemble. Une grosse scène d'action du film. Voilà, et qu'on a cessé de repousser. On a cessé de repousser parce que c'est un rendez-vous. Un rendez-vous, et comme on l'avait réussi aux essais pour nous, c'était compliqué, et que moi j'avais défendu l'idée de travailler avec un acteur qui n'était pas encore une star de cinéma, parce que ça me semblait essentiel pour ce film-là. Donc je n'ai convaincu les gens qu'une fois que j'avais fait des essais avec. Et donc on l'avait réussi puisqu'on avait convaincu les gens avec cette scène-là. Mais après il fallait la refaire pour le film. Donc ça c'est une prétention. C'est une tension parce que vous avez le barème. Et le barème, on ne peut pas être en dessous. Et on le sentait tous. Et Virginie, et Benjamin et moi. Et voilà, ça c'était... C'est pas qu'elle a été compliquée, c'est qu'elle a été compliquée en termes d'anticipation. J'ai trouvé, ça y est. C'est trop tard. Non, moi je dirais, en gros, c'est marrant, c'est un peu le début et la fin. C'est vraiment le premier jour de tournage, de trouver justement comment parler sur des choses très simples, de dire c'est bon, je sais plus ce que je dis, je sais même plus ce que je dis, bref. Sur le truc bête de la bugne, là, des merveilles justement, si vous baignez là. Je ne bouge pas, si je ne bouge pas, je reste là. De trouver une musique qui allait être tenue après, et puis sans que ça chante trop, et que ça fasse nanana, que ça récite. Et moi j'étais assez stressé à l'idée qu'on puisse penser que je joue mal, par exemple. Parce que c'est quand même une manière de parler assez singulière, et d'arriver à bien jouer là-dedans. J'étais un peu perdu parce que c'est pas les intentions et les intonations que j'ai l'habitude de faire au naturel ou dans d'autres films où j'utilise beaucoup plus ce que je suis et j'ai juste à réagir et que ça sort tout seul. Là, il faut trouver cette logique-là et cette rengaine, cette chose qui revient. Et du coup, le premier jour, c'était juste aussi c'est des enjeux. Alors, on avait la chance de commencer par le début, donc je pouvais avoir un peu le trac parce que la situation de l'accident, de la rencontre avec le personnage de Virginie pouvait créer aussi un état d'angoisse chez lui. Mais bon, la première journée était assez stressante pour ça et puis parce que voilà, c'est aussi un grand test cette première journée. Et puis je dirais, après tout ça, parce que pour moi c'est beaucoup de la musique, c'est comme de la musique, quoi. Ça joue faux, ça joue juste, et là on se posait encore plus la question de la justesse et de la bonne note. Et puis sinon la fin, parce que tout d'un coup c'est une scène d'enjeu, et c'est aussi le dénouement, toute la fin quand je vais la retrouver dans les abricotiers et que je dois lui dire tout ce que j'ai sur le cœur et que je lui ai dit qu'ils ont payé et qu'ils ne le savent pas encore mais ils ont payé. Et tout ça, aussi c'est tout d'un coup, comme j'ai beaucoup de petites phrases, j'ai pas énormément de texte, de tout d'un coup d'avoir cet espace-là, avec toujours cette dimension, voilà, on a la caméra, toute l'équipe qui est prête autour, et puis puis tout d'un coup j'ai beaucoup plus de texte que d'habitude, et puis il faut tenir et puis c'est tellement pas comme au théâtre, c'est que tout d'un coup puis il y a un chemin, c'est hyper précis, et là-dedans il faut que je sois complètement libéré de
de l'apprentissage du texte, pour pas avoir à m'en soucier du tout. Et il suffit que le texte, je l'ai appris 2 jours avant, puis en fait c'est pas assez, j'aurais dû l'apprendre 15 jours avant pour l'intégrer. Et du coup il suffit qu'il y ait un peu de trac. Donc tout d'un coup on rate 4-5 prises, hop, il y a un enjeu qui s'enclenche, et puis il y a la peur qui arrive. Et là, il y a Eric qui fait « tout va bien, tout va bien ». Lui il commence à stresser aussi. Et moi je le vois, il fait « viens, on va parler ». Tout va bien. Tout va très bien. Il n'a pas fait sa tête comme ça, mais voilà, en fait, c'est beaucoup une histoire de confiance, surtout sur des scènes clés où on se dit waouh, dans un an, voilà, je suis là, il faut que j'assume ce que j'ai fait et qu'on en soit heureux, puisque après c'est fini. À la fin de la journée, le boulot est fini. Et a priori, il n'y a pas de retake et on ne va pas retourner. Donc, c'est bien d'être heureux à la fin de la journée et d'assumer et d'être content d'avoir eu l'impression d'épuiser la scène, d'avoir cherché dans plusieurs directions. Et je crois qu'au final, sur cette scène, on ne trouvait pas, mais ce qui est hyper agréable avec Eric, c'est qu'on est souvent d'accord sur on l'a pas, et ça c'était hyper agréable de bosser avec Eric là-dessus, sur le fait qu'on est connecté et qu'on est d'accord qu'on l'a pas, quoi. Ça n'opère pas. Il a suffi d'une prise, et je savais que c'était bon, et il m'a regardé, et puis bah voilà, il en suffit d'une. Donc voilà, c'est... En sachant qu'en plus de tout ce qu'il dit, sur ce genre de film, si vous voulez, où vous avez une charte graphique, on va dire, avec assez peu de moyens, on ne va pas revenir le lendemain, l'argent il n'existe pas, on le sait, on essaie de rester dans la charte graphique, et le temps fait que la lumière bouge, et qu'on n'a pas les moyens de compenser la lumière. C'est vrai, quand vous arrivez avec 100 kg de lumière, vous arrosez, etc. Nous, on travaille avec peu de lumière. Donc, alors pour le coup, c'est une donnée dont Benjamin n'a pas obligatoirement énormément l'habitude, puisque c'est quelqu'un qui travaille énormément. À la Comédie Française, ils peuvent jouer 4 pièces dans la même semaine, quoi. Et puis c'est pas des petits textes. Donc, et ils essayent, ils travaillent, ils cherchent d'un jour à l'autre, etc. Là, c'est maintenant, et ce sera pour 50 ans, pour 100 ans sur l'écran. Donc il y a une tension qui monte et que l'acteur se met lui-même, de fait. Parce qu'il y a une volonté de bien faire, de chercher, et il y a un moment où il n'y a plus le temps de chercher. On n'est plus dans le moment où on peut chercher, on est le moment où il faut donner. Et puis parfois, c'est pas du tout sur de la performance ou des scènes de gros engagements hyper... c'est pas, voilà, il n'y a pas de performance, c'est juste parfois quelque chose de hyper simple. Et moi, sur des tournages, d'un coup, j'y arrive pas, sur des scènes juste hyper légères, parfois. Bon, là, c'est pas la scène la plus légère, mais parfois, c'est vraiment pas une scène qui peut paraître difficile. Et puis, il y a un peu de magie aussi de savoir... mais c'est beaucoup aussi une question de disponibilité et de confiance, en fait. Et surtout sur des scènes à enjeu, qui ne sont pas forcément les scènes les plus difficiles à jouer, a priori. L'élément rouge, elle n'a pas parlé encore. C'était pas une question, c'était plutôt vous dire que j'ai vraiment apprécié qu'il n'y ait pas de scène de baiser ou de scène d'amour à la fin. C'était vraiment pas nécessaire et je trouvais que... Enfin... Moi, j'ai pas apprécié. Je l'ai suggéré, c'était trop beau comme ça. Moi, j'ai défendu cette idée-là contre tout le monde, en financement du film, y compris contre mes acteurs à un moment. Parce que, mais il fallait essayer, quoi. Comme, ils avaient l'habitude d'être ensemble, il y a un moment où ça crée des liens. Et, mais moi, je pense sincèrement que le film aurait basculé. C'est-à-dire que dans le pur conte de fées, alors pour le coup. Parce que moi, je ne peux pas vous dire que la minute d'après, ils l'embrassent ou qu'ils vont finir ensemble. Du tout. Ce qui est important, c'est d'essayer. C'est pas d'y arriver. Je ne peux pas vous dire qu'ils vont y arriver. Et qu'ils vont y arriver. C'est très compliqué de toute façon. C'est une situation qui est compliquée. Donc, il ne pouvait pas y avoir de contact entre eux. Il la touche à plein d'égards, mais il ne peut pas la toucher dans l'autre exception du terme. Il l'a pincé, quoi. Oui, voilà, c'est la... mais voilà, ça me semblait essentiel. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.